Bonsoir à toi Nasbrock. Désolé, donc je suis parti un petit peu trop vite, je suis un petit peu, speed aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Moi ça va bien, j'ai une bonne semaine, un bon week-end. J'ai fait notamment la Geeks Live et bah, c'était plutôt pas mal. Heu, on est aussi en compagnie de notre invité, Léla Riva. Il me semble que tu as un petit jingle à lancer et puis après on introduit, c'est ça? Et ben voilà, petit jingle, puis après, on passe au sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du l'INSEMAG en notre compagnie. Cette semaine, notre équipe se focalise sur les Group Stage des World Championship Series sur League of Legends. Avec notre invité de la semaine, nous verrons les résultats et classements de ces phases de groupe, fortes en rebondissement et parcours uniques. Puis nous verrons le parcours en or puis en noir d'une des équipes européennes mais aussi françaises, la Team Vitality. Elle aura vécu un rêve rapidement transformé en cauchemar. Et pour finir, nous analyserons le système de franchise pour les LCS qui sera mis en place courant 2019 pour la région Europe. La question sera de savoir si c'est un réel pari d'instaurer ce système dans notre région. Et voilà, donc du coup, petite vidéo qui nous résume un petit peu ce qui s'est passé, donc dans ces groupes stage. Franchement Nasbrock, je regarde pas souvent du League of Legends, tu le sais bien, mais là j'étais un petit peu forcé parce qu'on avait plusieurs équipes européennes, on avait notamment Vitality et moi ça m'a un petit peu hype. Bah, c'est sûr qu'avec une équipe, voilà, composée, de Français, on n'avait qu'une seule envie, c'est de les voir atteindre le plus haut niveau. C'est vrai que par rapport donc on va revenir sur ce groupe stage, donc on se rappelle, hein, 4 groupes, 4 équipes à chaque fois. Actuellement, il y a déjà, 3 groupes, qui se sont terminés, les groupes A, B et C. Dans le groupe A, on a vu, les Africains qui ont réussi, donc à prendre, l'ascendant avec G2 qui est passé du côté européen. Après, du côté du groupe B, nous avons RNG qui est passé avec Cloud9. On ne pensait pas voir l'équipe américaine qui était en play-in. Et après, dans le groupe C, hein, les Coréens de chez Cathy Roster mènent la barre très très haut et sont accompagnés de Dwar Gaming. Alors, les Lariva, par rapport à ce groupe stage, forcément, tu as suivi ces phases de poule. J'ai Qu'est-ce que tout tu regardé. as tout regardé? Qu'est-ce que tu penses, voilà, d'actuellement de ces résultats? Confirmé, Déjà, non la, confirmé? la première chose qui est très drôle, c'est qu'on avait des pronostics et que les pronostics ont été déjoués principalement par les performances des équipes européennes et américaines. On ne citera pas Cloud9 et Team Vitality qui ont expulsé les champions du monde en titre de ce tournoi dès les phases de groupe. Et ça a été la plus grosse surprise jusqu'à présent. Alors, on peut encore avoir des surprises parce que bon, il y a le groupe D, même si ça va être difficile pour Jirex qui sont dans le bas du tableau. Et en plus, c'est quand même des grosses équipes, hein, parce que entre Invictus, qui est une équipe quand même chez la LPL, qui est quand même d'un très très bon niveau, ça va être très très dur. On va avoir aussi Fnatic et Unodred Steve. Donc là, deux équipes, encore une européenne ou une américaine, qui pourraient tenter d'accrocher leur ticket. Voilà. En effet, même si on s'attend à ce que les Thieves soient vraiment considérés comme en dessous, c'est une équipe qui a été qualifiée au mondial surtout grâce au point du Spring Split et qui a très peu performé au Summer Split. Donc on s'attend à ce que logiquement ça joue entre Invictus Gaming et Fnatic. À voir pour le seed, ça va surtout dépendre de si Invictus Gaming perd contre les 100 Thieves ou Jirex à un moment donné. Alors, on a vu des moves carrément exceptionnels, hein, dans tous ces Worlds. À chaque fois, on a cette émotion, hein, de voir une équipe, puis le petit skill shot qui permet de retourner cette game. Est-ce que, je te pose cette question par rapport à l'année dernière, est-ce que cette compétition, tient déjà ses promesses en termes, voilà, de compétitivité, de combat entre les équipes? Parce que c'est très serré. Et deuxièmement, est-ce que on peut s'attendre cette année à enfin avoir une équipe européenne vainqueur? Alors par rapport à l'année dernière, en termes de compétitivité, je dirais qu'on est un
On a un style de jeu qui est différent, c'est difficile de dire lequel des deux worlds est plus compétitif l'un l'autre. L'année dernière, c'était surtout de la macro, on a vu les Coréens et les Chinois s'en sortir principalement là-dessus. Là où cette année, c'est vraiment du fight, des teamfights en permanence, on a beaucoup de kills, énormément de spectacles, donc ces worlds sont très intéressants à regarder. Et pour ce qui est de savoir si une équipe européenne ou américaine, on va dire une équipe occidentale, peut vaincre les équipes asiatiques, c'est faisable, mais ça va surtout dépendre de ce que vont montrer Katie Rolster et RNG en BO5 pour les demi et les phases finales. Mais on a hâte en tout cas. Alors, bah, moi, j'ai quand même une petite question qui est un peu personnelle. Quel est ton joueur préféré de ces Worlds? Et pourquoi? Ah, ça c'est une sacrée question. Je vais pas répondre un joueur préféré, mais plutôt l'ensemble des top laners européens, qui sont tous excellents à leur manière et qui font honneur à ce poste qui a souvent été relégué à juste un rôle de tank. Et je ne suis pas sûr que donner un gagnant entre Wunder, Soaz, Cabochard ou j'ai oublié ou Bwipo soit un service à leur rendre. D'accord, d'accord. Tous excellents. Bon, sinon, moi, je vais enchaîner sur un petit truc que je trouve assez intéressant. C'est que j'ai l'impression, donc moi, j'ai un petit peu, hein, je dis bien un petit peu regardé ces Worlds, et tout le monde parle de retournement de situation, d'équipes qui devaient pas gagner, mais qui au final arrivent à tartiner d'autres équipes, des équipes favorites, pardon. Bah, j'ai l'impression que c'est super similaire donc, à The International, donc on a eu pour Dota 2. On avait par exemple même OG qui était complètement un outsider, qui au final gagne le tournoi. J'ai l'impression que même, voilà, donc c'est un petit peu cette année 2018, c'est l'année des outsiders, en fait. Oui, exactement. Bien plus que les années précédentes. On a toujours eu une poule ou une équipe qui tirait son épingle du jeu. Là, on a vraiment eu beaucoup d'outsiders et surtout énormément d'upsets. On a vu les Coréens, on les prédisait arriver tous en demi sans se poser la moindre question, à défaut tous en quart. Au final, on a les Genji qui se sont fait éliminer, les Katy qui ont montré plutôt des bonnes choses, mais les Africa Frix, qui était le dernier seed coréen, eu aussi des difficultés. Donc 2 équipes coréennes sur 3 qui rencontrent des difficultés, c'est quand même du jamais vu dans League of Legends depuis que les Coréens participent. On va parler un petit peu de Vitality parce qu'ils ont eu un sacré parcours, donc, pendant ces group stage. Moi, je les voyais aller au bout. Moi, je me disais que ça allait refaire, un peu comme OG cette année pour Dota. Je me disais, ils avaient une sorte de, comment dire? Ils avaient une sorte de hype derrière eux, et puis il y avait aussi, des joueurs jeunes, et puis je me suis dit, bah, ça va être leur tournoi, ça va être l'histoire qui va se créer, cette année. Bon, au final, je suis un petit peu déçu qu'ils soient sortis un petit peu comme ça enfin, sur un match qu'ils n'auraient pas dû, perdre contre Cloud9 puisqu'ils avaient déjà battu avant. Bon, c'est comme ça, mais voilà, c'est un peu dommage. Oui, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette équipe Vitality d'arriver à ce parcours-là, de cette neuvième, entre la neuvième et la 16e position, puisqu'ils ne sont pas passés ce group stage. Déjà, c'est une performance, je pense, de dire qu'ils sont déjà arrivés au World, mais après, on les attendait plus. Mais est-ce que ce n'était pas la marche de trop? Ah, c'est surtout qu'on les attendait moins, les Vitality. Tout le monde les plaçait. Alors, on ne savait pas entre Cloud9 et Vitality qui prendrait le dessus l'un sur l'autre. On les classait largement derrière Genji et les RNG. Et au final, ils ont montré qu'ils ont été capables de jouer un jeu qui est non standard, mais de le jouer correctement, de jouer comme eux, ils avaient envie de jouer. Et leur passion les a portés dans le jeu. Et au final, ça nous a donné des games extraordinaires, des games avec beaucoup de retournements de situation et du grand spectacle. Donc là déjà, ils ont réussi leur mondial d'un point de vue du spectacle. On ne connaissait pas forcément Vitality avant, et là ils ont montré au monde entier qu'en ayant un jeu très flamboyant, ils étaient capables de créer d'adhérer les gens à dire on est tous derrière Vitality, pas forcément derrière Genji. Et au final, je pense que c'est une bonne réussite parce que tous les joueurs vont sortir de leur phase de Worlds comme ayant eu une super expérience, même s'ils ont perdu à la fin, ils sont défendus jusqu'au bout. Et ils sont sortis sur des pics qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer. Donc je pense que ça va présager du bon pour l'équipe l'année prochaine, s'ils arrivent à garder tout leur roster.
Eh ben, on va en parler de toute façon. Donc Vitality, on a vu que c'était une belle progression, hein, puisque ils ne se font que s'améliorer d'année en année. Euh, L'année prochaine, le top spot, on gagne déjà le Spring et le Summer des LCS. C'est ça leur Pour, objectif à Vitality? Déjà, je pense que leur premier objectif, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est de voir s'ils sont toujours sur League of Legends l'année prochaine, avec ces rumeurs de système de franchise et compagnie. Mais après, pour l'année prochaine, oui, clairement, arriver top 3, c'est leur objectif. Après, voir s'ils arrivent à battre Fnatic ou G2, ça, c'est quelque chose qui se discute, parce qu'en Europe, on les connaît. On connaît leur pic. Oui, tout à fait. Donc du coup, moi je me posais la question, il me semble qu'ils n'avaient pas changé leur support exprès pour les Worlds, les Vitality? Ne me semble pas. Ou alors ils n'avaient pas Jack envoyé Troll qui était très bon. ils avaient pas envoyé un joueur de la team Academy directement pour les Worlds? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont remplacé leur jungler juste avant la fin de la saison, Kikis, qui était le jungler historique de UOL à l'époque où UOL est rentré en LCS, qui du coup a pris sa réputation de PLR de l'extrême, puisqu'il monte des teams en LCS depuis qu'il est dans le milieu, et s'est bien intégré dans le collectif, et qui du coup a donné un nouveau souffle à Vitality, une jungle puissante qui leur permettait de jouer leur jeu tant sur les lanes que dans leur composition. Moi, c'est effectivement, donc c'est ce que me semblait qui s'était passé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au final, ils jouent un jeu, je vais dire explosif, parce qu'il y a beaucoup de kills qui arrivent. Enfin, c'est ce que moi j'ai souvent eu des games sur LoL que je regardais, il y avait 2-3 kills en 15 minutes, et au final, Vitality, il change complètement la donne, quoi. Oui, exactement. Ensuite, je voulais ensuite qu'on continue sur le système un petit peu de franchise. T'en avais parlé juste avant. On va normalement passer sur un système de franchise en Europe courant 2019. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de votre côté, et toi Nasbrock, mais aussi Léla Riva? Je te T'en prie, laisse, Léla. Nasbrock. Je te laisse donner ton avis, Léla. Pas de souci. Je suis plutôt pour le système de franchise, étant donné qu'il va donner de la sécurité aux équipes. On voyait souvent des équipes de bas de tableau, et je pense particulièrement à UEL, fonctionner avec un budget très réduit. UEL, il me semble qu'ils disaient qu'ils étaient quasiment à l'équilibre, mais pas plus, pas de bénéfices ou de marge d'amélioration. Et donc les franchises vont leur permettre de pérenniser leur situation, de pouvoir essayer d'investir sur le futur, d'entraîner des joueurs, comme ce qu'ils font actuellement en Amérique avec les académies. Et donc potentiellement de prendre ce vivier de joueurs qu'on a au niveau des ligues nationales, des ligues étudiantes, et de les faire monter en LCS pour remplacer des joueurs qui sont potentiellement un peu installés, sur lesquels il faut mettre du challenge, les mettre en compétition pour sortir le meilleur de la région. Et puis ça va apporter de l'argent dans l'e-sport, qui est quelque chose qui, l'air de rien, manque un peu. Pas dans sa version d'avoir de l'argent, mais d'avoir de l'argent fiable sur lequel puisse compter d'une année sur l'autre dans les budgets. Alors, D'accord. bah, moi, je vais rebondir parce que moi, j'aime pas du tout ce système de franchise, comment il se dessine, tout simplement, parce que je vois ce qui se passe au niveau des NA. Et ce qui se passe, c'est que pas mal de franchises, en fait, ce sont des clubs, soit de basket, enfin de sport traditionnel, qui vont injecter des fonds. Et parfois, j'ai l'impression que ça dénature toutes ces équipes qu'on a déjà vues. On avait l'habitude de voir un certain nombre d'équipes avec leur propre marque, leur propre logo, et en fait, elles sont carrément absorbées. Alors oui, ça va apporter, comme tu disais, de l'argent. Il faut pas se cacher. Ça va permettre aux investisseurs de pouvoir voir sur du long terme, du très long terme. Mais je trouve que c'est dommage parce que c'est peut-être mon côté un peu ancien gamer où j'aimais bien voir de nouvelles têtes et de nouvelles équipes. Alors, est-ce que ce n'est pas dépassé cet ancien système avec des équipes qui changent? On voit là, notamment dans les LAN françaises, on a toujours des LAN qui proposent des équipes avec un vivier de joueurs qui sont les mêmes, mais parfois les équipes sont pas les mêmes. Oui, c'est pas forcément. Ce que tu dis, c'est très vrai. Souvent, on a des équipes qui se font absorber purement et simplement. Mais
la question est de savoir si est-ce que ça permet, ce nouveau modèle va permettre de rémunérer mieux les joueurs. Parce qu'actuellement, j'ai été coach pendant 1 an à un niveau subtop FR, et il se trouve que avoir ne serait-ce qu'un défraiement de LAN, c'était compliqué. Pour les 10 meilleures équipes françaises, obtenir un défraiement de LAN, c'était OK. Pour la meilleure équipe française, peut-être avoir un salaire. On parle des équipes hors influenceurs, Solari ou Lunari sont des cas peut-être un peu particuliers parce il y a des business models différents. Mais est-ce que ne pas créer des systèmes un peu plus pérennes par des compétitions qui permettent d'assurer des gains aux joueurs permettrait de créer des vocations e-sportives et surtout des carrières e-sportives? C'est ce que je pense que c'est le plus difficile actuellement à faire. Et surtout ce qui me vient, à l'idée quand tu parles justement de créer des vocations, j'ai l'impression que moi j'ai beaucoup suivi du coup la team, MIF, Made in France, mais qui est ensuite devenue Supremacy. On a eu à un moment donné des problèmes, sur, bon je sais pas si j'ai droit forcément de le dire, mais on a eu des équipes par exemple que je connais, d'autres équipes que je connais, où on a eu des problèmes avec les parents, qui disaient par exemple, bon, c'est pas vraiment une carrière, d'être joueur, et au final si on leur dit: «Bah si regardez, il y a, la ligue qui, donc cette ligue, on va je sais pas comment on va l'appeler, hein, la League of Legends League, Europe, je sais pas, qui existe, et on a déjà des équipes français, enfin des joueurs français qui sont passés dans les équipes, supérieures grâce aux équipes académies». Moi je trouve que ça peut être que bénéfique au final. Bah, c'est le système en général, quand on voit le parcours d'un joueur depuis le début. J'en ai croisé un à un moment qui a été connu, j'ai oublié son pseudo, ça va peut-être me revenir. Mais on commence par jouer avec ses potes et faire éventuellement quelques petites LAN entre potes. Ensuite, on prend une équipe en fonction de son niveau. Alors, les gens qui sont D5, D3, ils ont un niveau. Ensuite, il y a du D3, D1, D1 Master. Et à partir de Master Challenger, c'est surtout le degré d'entente dans l'équipe et le degré de maîtrise des joueurs dans l'équipe qui va changer. Et là, on arrive dans les niveaux professionnels où on fait des LAN, on essaye d'être connu, de se faire repérer par des équipes qui sont plus grosses. Mais aujourd'hui, se faire repérer par une équipe qui est plus grosse et arriver en LCS, il y a un fossé énorme. On n'a pas d'équipe, les équipes LCS ont rarement des académies, très rarement des subs qui ne sont pas eux-mêmes déjà des joueurs LCS. Donc on a un fossé entre le haut du panier au niveau des ligues nationales et après les LCS. Donc c'est pour ça que rajouter peut-être un système d'académie ou des tournois intermédiaires annuels, comme ce que font le LoL Open Tour, c'est plutôt une bonne chose pour donner un chemin de carrière aux joueurs. Après, pour tous les autres qui travaillent dans l'e-sport, c'est une autre croix, mais pour les joueurs, déjà arriver à avoir de la visibilité pour les parents et pour eux-mêmes, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, et ensuite pour revenir sur cette histoire heu, d'équipes de foot qui se mettent, donc du coup à racheter des équipes. Bah, si on prend au final, les LGD, pour Dota 2, et donc qui ont été, rachetés entre guillemets, partenariat avec, donc LGD, donc PSG. Au Oui. final, ils ont gardé leur image, ils ont gardé leurs joueurs, ils ont juste mis des maillots, PSG, et puis au final, bon, chacun était gagnant. Le PSG a pu vendre des maillots, des joueurs, et LGD, ils ont quand même fini 2e de The International avec, sûrement un soutien financier, un soutien, donc pour les joueurs directement, pour les déplacements, et cetera. Donc moi, je trouve que ça peut être que bénéfique. Et d'autant plus que les clubs de sport apportent une dimension qui actuellement, je trouve, n'est pas faite dans l'e-sport, et ça c'est pour avoir parlé avec quelques coachs de niveau LCS, c'est l'accompagnement mental et physique des joueurs. On parle aujourd'hui, on a un coach, on a des analystes, c'est différent, on a des bandes remplaçants, un peu comme dans les sports traditionnels, mais on n'a pas encore la préparation physique et mentale vraiment faite, et les clubs de sport, quand ils arrivent dans les sports, quand ils présentent les projets, c'est ça qu'ils veulent mettre en avant. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant, notamment pour les joueurs pros. Jouer 15 heures par jour, c'est une chose. Peut-être jouer moins, mais avoir une meilleure condition physique, plus de réflexes, un état d'esprit meilleur, être capable de se remettre de ses défaites, pourrait leur aider à gagner plus, plutôt que de se tuer à jouer. D'accord, par contre, je vais quand même te dire un truc, c'est que moi, j'ai eu des histoires, sur des clubs de foot qui voulaient investir sur des équipes LOL. Heu,
Ah oui. C'est pas forcément tout le temps, joli, hein. C'est par exemple, «OK, on veut vous recruter, vous allez jouer sous nos couleurs, mais on vous donne rien». C'est, Oui, on sait pas si vous allez gagner, donc on vous donne rien, hein, donc alors, effectivement, plutôt que de parler enfin, des clubs de sport, on va parler le monde du sport, c'est ça qui peut apporter à l'e-sport ouais, en ça général. peut, ça peut. Et j'ai entendu parler de projets sportifs, notamment portés par d'autres personnes, où là, c'était vraiment la partie qu'ils voulaient ajouter dans leur projet. Voilà. Et du coup, Nasbrock, je crois que tu voulais parler d'un autre sujet, il me semble, ou alors tu voulais Bah, il, continuer? il nous a parlé du système de franchise et le fait aussi de pouvoir donner un peu plus de crédit aux joueurs ou de pouvoir repérer des personnes. LOL donc Riot Games a lancé la grosse ligue qui est donc une ligue pour étudiants et donc tu t'en occupes avec la Student Gaming Network, c'est ça Léla Riva? Oui. En fait, Riot Games, enfin, c'est le tournoi de Riot Games, mais il sera organisé et réalisé par le Student Gaming Network, qui est une association d'étudiants en France qui vise principalement à regrouper toutes les petites associations qu'on a au niveau de chacune des écoles du supérieur et de se proposer comme étant quelqu'un qui organise des tournois, qui fait des liens entre ces associations, qui leur permet d'être représentés un peu plus au niveau national. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Et il se trouve que Riot Games nous a proposé d'organiser leur tournoi étudiant pour cette année qui s'appelle la Grosse Ligue. À Et vous de alors, faire des mots. et une question, est-ce que tu vas caster ces games? Bien entendu. Bah voilà, donc ça sera sur quelle chaîne? Sur ta chaîne perso ou sur celle de la Student Gaming Network? Je ne sais pas. Euh, alors ça va être un peu plus compliqué que ça. Le tournoi, il va se dérouler en 2 phases. Il va y en avoir 3. Il y a une première phase qui va être totalement online, où là ça va être casté enfin un cast normal depuis chez nous sur la chaîne du Student GN, @student_GN. Et après, on va avoir des phases finales qui vont être en online pour la première partie, où là, on va caster probablement avec OGaming, vu que ça a été annoncé dans le trailer. D'accord. Et à la fin, des phases nationales, où ça sera encore avec OGaming, mais là, on a potentiellement un offline qui va sortir.